L'idée d'un art populaire, comme d'un art patriotique, si même elle n'avait pas été dangereuse, me semblait ridicule. S'il s'agissait de le rendre accessible au peuple, on sacrifiait les raffinements de la forme, bons pour des oisifs. Or j'avais assez fréquenté de gens du monde pour savoir que ce sont eux les véritables illettrés, et non les ouvriers électriciens. À cet égard, un art populaire par la forme eût été destiné plutôt aux membres du jockey qu'à ceux de la Confédération générale du travail. Quant au sujet, les romans populaires enivrent autant les gens du peuple que les enfants ces livres qui sont écrits pour eux. On cherche à se dépayser en lisant. Et les ouvriers sont aussi curieux des princes que les princes des ouvriers. Dès le début de la guerre, M. Barrès avait dit que l'artiste, en l'espèce le Titien, doit avant tout servir la gloire de sa patrie. Mais il ne peut la servir qu'en étant artiste. C'est-à-dire qu'à condition, au moment où il étudie les lois de l'art, institue ses expériences et fait ses découvertes, aussi délicates que celles de la science, de ne pas penser à autre chose, fût-ce à la patrie, qu'à la vérité qui est devant lui. N'imitons pas les révolutionnaires qui, par civisme, méprisaient, s'ils ne les détruisaient pas, les œuvres de Watteau et de Latour, peintres qui honoraient davantage la France que tous ceux de la Révolution. L'anatomie n'est peut-être pas ce que choisirait un cœur tendre si l'on avait le choix. Ce n'est pas la bonté de son cœur vertueux, laquelle était fort grande, qui a fait écrire à Choderlos de Laclos les liaisons dangereuses, ni son goût pour la bourgeoisie, petite ou grande, qui a fait choisir à Flaubert comme sujet ceux de Madame Bovary et de l'éducation sentimentale. Certains disaient que l'art d'une époque de hâte serait bref, comme ceux qui prédisaient avant la guerre qu'elle serait courte. Le chemin de fer devait aussi tuer la contemplation, il était vain de regretter le temps des diligences, mais l'automobile remplit leur fonction et arrête à nouveau les touristes vers les églises abandonnées. Une image offerte par la vie nous apporte en réalité, à ce moment-là, des sensations multiples et différentes. La vue, par exemple, de la couverture d'un livre déjà lu a tissé dans les caractères de son titre les rayons de lune d'une lointaine nuit d'été. Le goût du café au lait matinal nous apporte cette vague espérance d'un beau temps qui, jadis, si souvent, pendant que nous le buvions dans un bol de porcelaine blanche, crémeuse et plissée, qui semblait du lait durci, se mit à nous sourire dans la claire incertitude du petit jour. Une heure n'est pas qu'une heure, c'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats. Ce que nous appelons la réalité est un certain rapport entre ces sensations et ces souvenirs qui nous entourent simultanément, rapport que supprime une simple vision cinématographique, laquelle s'éloigne par là d'autant plus du vrai qu'elle prétend se borner à lui, rapport unique que l'écrivain doit retrouver pour en enchaîner à jamais dans sa phrase les deux termes différents. On peut faire se succéder indéfiniment dans une description les objets qui figuraient dans le lieu décrit. La vérité ne commencera qu'au moment où l'écrivain prendra deux objets différents, posera leur rapport, analogue dans le monde de l'art à celui qu'est le rapport unique de la loi causale dans le monde de la science, et les enfermera dans les anneaux nécessaires d'un beau style. Ou même, ainsi que la vie, quand, en rapprochant une qualité commune à deux sensations, il dégagera leur essence en les réunissant l'une et l'autre pour les soustraire aux contingences du temps dans une métaphore, et les enchaînera par le lien indescriptible d'une alliance de mots. La nature elle-même, à ce point de vue, ne m'avait-elle pas mis sur la voie de l'art? N'était-elle pas commencement d'art? Elle qui souvent ne m'avait permis de connaître la beauté d'une chose que longtemps après
dans une autre, midi encombré que dans le bruit de ses cloches, les matinées de Doncières que dans les hoquets de notre calorifère à eau. Le rapport peut être peu intéressant, les objets médiocres, le style mauvais, mais tant qu'il n'y a pas eu cela, il n'y a rien eu. La littérature qui se contente de décrire les choses, de donner un misérable relevé de leurs lignes et de leur surface, est, malgré sa prétention réaliste la plus éloignée de la réalité, celle qui nous appauvrit et nous attriste le plus, ne parle-t-elle que de gloire et de grandeur, car elle coupe brusquement toute communication de notre moi présent avec le passé, dont les choses gardent l'essence, et l'avenir, où elle nous incite à le goûter encore. Mais il y avait plus. Si la réalité était cette espèce de déchet de l'expérience, à peu près identique pour chacun, parce que quand nous disons un mauvais temps, une guerre, une station de voiture, un restaurant éclairé, un jardin en fleurs, tout le monde sait ce que nous voulons dire. Si la réalité était cela, sans doute une sorte de film cinématographique de ces choses suffirait, et le style, la littérature qui s'écarterait de leurs simples données serait un hors-d'œuvre artificiel. Mais était-ce bien cela, la réalité? Si j'essayais de me rendre compte de ce qui se passe en effet en nous au moment où une chose nous fait une certaine impression, soit que, comme ce jour où, en passant sur le pont de la Vivonne, l'ombre d'un nuage sur l'eau m'eût fait crier « Zut !» alors, en sautant de joie. Soit qu'écoutant une phrase de Bergotte, tout ce que j'eusse vu de mon impression, c'est ceci, qui ne lui convenait pas spécialement, c'est admirable. Soit qu'irrité d'un mauvais procédé, Bloch prononça ces mots qui ne convenaient pas du tout à une aventure si vulgaire, qu'on agisse ainsi, je trouve cela même fantastique. Soit quand, flatté d'être bien reçu chez les Guermantes, et d'ailleurs un peu grisé par leur vin, je n'ai pu m'empêcher de dire à mi-voix, seul, en les quittant, ce sont tout de même des êtres exquis, avec qui il serait doux de passer la vie. Je m'apercevais que, pour exprimer ces impressions, pour écrire ce livre essentiel, le seul livre vrai, un grand écrivain n'a pas, dans le sens courant, à l'inventer, puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. Or, si, quand il s'agit du langage inexact de l'amour-propre, par exemple, le redressement de l'oblique discours intérieur qui va s'éloignant de plus en plus de l'impression première et cérébrale jusqu'à ce qu'il se confonde avec la droite qui aurait dû partir de l'impression, si ce redressement est chose malaisée contre quoi boude notre paresse, il est d'autres cas, celui où il s'agit de l'amour par exemple, où ce même redressement devient douloureux. Toutes nos feintes indifférences, toute notre indignation contre ces mensonges si naturels, si semblables à ceux que nous pratiquons nous-mêmes, en un mot tout ce que nous n'avons cessé chaque fois que nous étions malheureux ou trahis, non seulement de dire à l'être aimé, mais même en attendant de le voir, de nous dire sans fin à nous-mêmes, quelquefois à haute voix dans le silence de notre chambre, troublés par quelque... Non, vraiment... De tels procédés sont intolérables. Et j'ai voulu te recevoir une dernière fois et ne nierai pas que cela me fasse de la peine. Ramener tout cela à la vérité ressentie, dont cela s'était tant écarté, c'est abolir tout ce à quoi nous tenions le plus, ce qui seul à seul, avec nous-mêmes,
dans des projets fiévreux de lettres et de démarches fut notre entretien passionné avec nous-mêmes. Même dans les joies artistiques, qu'on recherche pourtant en vue de l'impression qu'elles nous donnent, nous nous arrangeons le plus vite possible à laisser de côté comme inexprimable ce qui est précisément cette impression même, et à nous attacher à ce qui nous permet d'en éprouver le plaisir sans le connaître jusqu'au fond, et de croire le communiquer à d'autres amateurs, avec qui la conversation sera possible, parce que nous leur parlerons d'une chose qui est la même pour eux et pour nous, la racine personnelle de notre propre impression étant supprimée. Dans les moments mêmes où nous sommes les spectateurs les plus désintéressés de la nature, de la société, de l'amour, de l'art lui-même, comme toute impression est double, à demi engainée dans l'objet, prolongée en nous-mêmes par une autre moitié que seuls nous pourrions connaître, nous nous empressons de négliger celle-là, c'est-à-dire la seule à laquelle nous devrions nous attacher, et nous ne tenons compte que de l'autre moitié qui, ne pouvant pas être approfondie parce qu'elle est extérieure, ne sera cause pour nous d'aucune fatigue. Le petit sillon qu'une phrase musicale ou la vue d'une église a creusé en nous, nous trouvons trop difficile de tâcher de l'apercevoir. Mais nous rejouons la symphonie, nous retournons voir l'église jusqu'à ce que, dans cette fuite loin de notre propre vie que nous n'avons pas le courage de regarder et qui s'appelle l'érudition, nous les connaissions aussi bien de la même manière que le plus savant amateur de musique ou d'archéologie. Aussi, combien s'en tiennent là, qui n'extraient rien de leur impression, vieillissent, inutiles et insatisfaits, comme des célibataires de l'art. Ils ont les chagrins qu'ont les vierges et les paresseux, et que la fécondité dans le travail guérirait. Ils sont plus exaltés à propos des œuvres d'art que les véritables artistes, car leur exaltation n'étant pour eux l'objet d'un dur labeur d'approfondissement, elle se répand au dehors, échauffe leur conversation, empourpre leur visage. Ils croient accomplir un acte en hurlant à se casser la voix « Bravo, bravo !» après l'exécution d'une œuvre qu'ils aiment. Mais ces manifestations ne les forcent pas à éclaircir la nature de leur amour. Ils ne la connaissent pas. Cependant, celui-ci, inutilisé, reflue même sur leurs conversations les plus calmes, leur fait faire de grands gestes, des grimaces, des hochements de tête quand ils parlent d'art. J'ai été à un concert où on jouait une musique qui, je vous avouerai, ne m'emballait pas. On commence alors le quatuor. Ah, mais nom d'une pipe, ça change. La figure de l'amateur, à ce moment-là, exprime une inquiétude anxieuse, comme s'il pensait « Mais je vois des étincelles, ça sent le roussi, il y a le feu, tonnerre de Dieu, ce que j'entends là, c'est exaspérant, c'est mal écrit, mais c'était pastourlant, ce n'est pas l'œuvre de tout le monde. » Encore. Si risibles que soient ces amateurs, ils ne sont pas tout à fait à dédaigner. Ils sont les premiers essais de la nature qui veut créer l'artiste, aussi informe, aussi peu viable que ces premiers animaux qui précédèrent les espèces actuelles et qui n'étaient pas constitués pour durer. Ces amateurs velléitaires et stériles doivent nous toucher comme ces premiers appareils qui ne purent quitter la terre mais où résidait non encore le moyen secret qui restait à découvrir, mais le désir du vol. « Eh, mon vieux !» ajoute l'amateur en vous prenant par le bras. « Moi, c'est la 8e fois que je l'entends et je vous jure bien que ce n'est pas la dernière. » Et en effet, comme ils n'assimilent pas ce qui est dans l'art et vraiment nourricier, ils ont tout le temps besoin de joies artistiques, en proie à une boulimie
qui ne les rassasie jamais. Ils vont donc applaudir longtemps de suite la même œuvre, croyant de plus que leur présence réalise un devoir, un acte comme d'autres personnes la leur à une séance d'un conseil d'administration, à un enterrement. Puis viennent les œuvres autres, même opposées, que ce soit en littérature, en peinture ou en musique. Car la faculté de lancer des idées, des systèmes et surtout de se les assimiler a toujours été beaucoup plus fréquente, même chez ceux qui produisent, que le véritable goût, mais prend une extension plus considérable depuis que les revues, les journaux littéraires se sont multipliés et avec eux les vocations factices d'écrivains et d'artistes. Ainsi, la meilleure partie de la jeunesse, la plus intelligente, la plus intéressée, n'aimait-elle plus que les œuvres ayant une haute portée morale et sociologique, même religieuse. Elle s'imaginait que c'était là le critérium de la valeur d'une œuvre, renouvelant ainsi l'erreur des David, des Chenavard, des Brunetière, etc. On préférait à Bergotte, dont les plus jolies phrases avaient exigé en réalité un bien plus profond repli sur soi-même, des écrivains qui semblaient plus profonds simplement parce qu'ils écrivaient moins bien. La complication de son écriture n'était faite que pour des gens du monde, disaient des démocrates qui faisaient ainsi aux gens du monde un honneur immérité. Mais dès que l'intelligence raisonneuse veut se mettre à juger des œuvres d'art, il n'y a plus rien de fixe. De certain, on peut démontrer tout ce qu'on veut. Alors que la réalité du talent est un bien, une acquisition universelle dont on doit avant tout constater la présence sous les modes apparentes de la pensée et du style, c'est sur ces dernières que la critique s'arrête pour classer les auteurs. Elle sacre prophète à cause de son ton péremptoire, de son mépris affiché pour l'école qui l'a précédé, un écrivain qui n'apporte nul message nouveau. Cette constante aberration de la critique est telle qu'un écrivain devrait presque préférer être jugé par le grand public si celui-ci n'était incapable de se rendre compte même de ce qu'un artiste a tenté dans un ordre de recherche qui lui est inconnu, car il n'y a plus d'analogie entre la vie instinctive du public et le talent d'un grand écrivain qui n'est qu'un instinct religieusement écouté au milieu du silence, imposé à tout le reste, un instinct perfectionné et compris, qu'avec le verbiage superficiel et les critères changeants des juges attitrés. Leur logomachie se renouvelle de 10 ans en 10 ans, car le kaléidoscope n'est pas composé seulement par des groupes mondains, mais par les idées sociales, politiques, religieuses, qui prennent une ampleur momentanée grâce à leur réfraction dans les masses étendues, mais reste limitée malgré cela à la courte vie des idées dont la nouveauté n'a pu séduire que des esprits peu exigeants en fait de preuve. Ainsi, s'étaient succédés les partis et les écoles, faisant se prendre à eux toujours les mêmes esprits, hommes d'une intelligence relative, toujours voués aux engouements, dont s'abstiennent des esprits plus scrupuleux et plus difficiles en fait de preuve. Malheureusement, justement, parce que les autres ne sont que de demi-esprits, ils ont besoin de se compléter dans l'action, ils agissent ainsi, plus que les esprits supérieurs attirent à eux la foule et créent autour d'eux non seulement les réputations surfaites et les dédains injustifiés, mais les guerres civiles et les guerres extérieures, dont un peu de critique, point royaliste sur soi-même, devrait préserver. Et quant à la jouissance que donne un esprit parfaitement juste, un cœur vraiment vivant, la belle pensée d'un maître, si précieux que soient les hommes qui la goûtent vraiment,
Combien y en a-t-il en 20 ans? Elle les réduit tout de même à n'être que la pleine conscience d'un autre. Qu'un homme ait tout fait pour être aimé d'une femme qui n'eût pu que le rendre malheureux, mais n'ait même pas réussi, malgré ses efforts redoublés pendant des années, à obtenir un rendez-vous de cette femme, au lieu de chercher à exprimer ses souffrances et le péril auquel il a échappé, il relit sans cesse, en mettant sous elle 1 million de mots et les souvenirs les plus émouvants de sa propre vie, cette pensée de La Bruyère. Les hommes, souvent, veulent aimer et ne sauraient y réussir. Ils cherchent leur défaite sans pouvoir la rencontrer et, si j'ose ainsi parler, ils sont contraints de demeurer libres. Que ce soit ce sens ou non qu'ait eu cette pensée pour celui qui l'écrivit, pour qu'elle lût, et ce serait plus beau, il faudrait être aimé plutôt qu'aimé. Il est certain qu'en lui, ce lettré sensible la vivifie, la gonfle de signification jusqu'à la faire éclater. Il ne peut la redire qu'en débordant de joie tant il la trouve vraie et belle, mais il n'y a malgré tout rien ajouté. Et il reste seulement la pensée de La Bruyère. Comment la littérature de notation aurait-elle une valeur quelconque puisque c'est sous de petites choses comme celles qu'elle note que la réalité est contenue? La grandeur dans le bruit lointain d'un aéroplane, dans la ligne du clocher de Saint-Hilaire, le passé dans la saveur d'une madeleine, etc. Et qu'elles sont sans signification par elles-mêmes, si on ne l'en dégage pas. Peu à peu, conservée par la mémoire, c'est la chaîne de toutes les impressions inexactes, où ne reste rien de ce que nous avons réellement éprouvé, qui constitue pour nous notre pensée, notre vie, notre réalité. Et c'est ce mensonge-là que ne ferait que reproduire un art soi-disant vécu, simple comme la vie, sans beauté, double emploi si ennuyeux et si vain de ce que nos yeux voient et de ce que notre intelligence constate, qu'on se demande où celui qui s'y livre trouve l'étincelle joyeuse et motrice capable de le mettre en train et de le faire avancer dans sa besogne. La grandeur de l'art véritable, au contraire, de celui que M. de Norpois eût appelé un jeu de dilettante, c'était de retrouver, de ressaisir, de nous faire connaître cette réalité loin de laquelle nous vivons, de laquelle nous nous écartons de plus en plus au fur et à mesure que prend plus d'épaisseur et d'imperméabilité la connaissance conventionnelle que nous lui substituons, cette réalité que nous risquerions fort de mourir sans l'avoir connue et qui est tout simplement notre vie, la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant chez tous les hommes, aussi bien que chez l'artiste. Mais ils ne la voient pas, parce que ils ne cherchent pas à l'éclaircir, et ainsi leur passé est encombré d'innombrables clichés qui restent inutiles, parce que l'intelligence ne les a pas développés. Ressaisir notre vie, et aussi la vie des autres, car le style, pour l'écrivain aussi bien que pour le peintre, est une question non de technique, mais de vision. Il est la révélation qui serait impossible par des moyens directs et conscients de la différence qualitative qu'il y a dans la façon dont nous apparaît le monde. Différence qui, s'il n'y avait pas l'art, resterait le secret éternel de chacun. Par l'art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu'il peut y avoir dans la lune.
Grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier. Autant qu'il y a d'artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l'infini et qui, bien des siècles après qu'ait éteint le foyer dont ils émanaient, qu'il s'appela Rembrandt ou Vermeer, nous envoient leur rayon spécial. Ce travail de l'artiste, de chercher à apercevoir sous de la matière, sous de l'expérience, sous des mots, quelque chose de différent. C'est exactement le travail inverse de celui que, à chaque minute, quand nous vivons détournés de nous-mêmes, l'amour-propre, la passion, l'intelligence et l'habitude aussi accomplissent en nous, quand elles amassent au-dessus de nos impressions vraies, pour nous les cacher maintenant, les nomenclatures, les buts pratiques que nous appelons faussement la vie. En somme, cet art si compliqué est justement le seul art vivant. Seul, il exprime pour les autres et nous fait voir à nous-mêmes notre propre vie, cette vie qui ne peut pas s'observer, dont les apparences qu'on observe ont besoin d'être traduites et souvent lues à rebours et péniblement déchiffrées. Ce travail qu'avait fait notre amour-propre, notre passion, notre esprit d'imitation, notre intelligence abstraite, nos habitudes, c'est le travail que l'art défera. C'est la marche en sens contraire, le retour aux profondeurs où ce qui a existé réellement gît, inconnu de nous, qu'il nous fera suivre. Et sans doute, c'était une grande tentation que de recréer la vraie vie, de rajeunir les impressions, mais il y fallait du courage, et même sentimental. Car c'était avant tout abroger ses plus chères illusions, cesser de croire à l'objectivité de ce que l'on a élaboré soi-même, et au lieu de se bercer une centième fois de ces mots, elle était bien gentille, lire au travers, j'avais du plaisir à l'embrasser. Certes, ce que j'avais éprouvé dans ces heures d'amour, tous les hommes l'éprouvent aussi. On éprouve. Mais ce qu'on a éprouvé est pareil à certains clichés qui ne montrent que du noir, tant qu'on ne les a pas mis près d'une lampe, et qu'eux aussi, il faut regarder à l'envers. On ne sait pas ce que c'est tant qu'on ne l'a pas approché de l'intelligence. Alors seulement, quand elle l'a éclairé, quand elle l'a intellectualisé, on distingue, et avec quelle peine, la figure de ce qu'on a senti. Mais je me rendais compte aussi que cette souffrance que j'avais connue d'abord avec Gilberte, que notre amour n'appartienne pas à l'être qui l'inspire, est salutaire, accessoirement comme moyen. Car si peu que notre vie doive durer, ce n'est que pendant que nous souffrons, que nos pensées, en quelque sorte agitées de mouvements perpétuels et changeants, font monter, comme dans une tempête, à un niveau dont nous pouvons les voir, toute cette immensité réglée par des lois sur laquelle, postée à une fenêtre mal placée, nous n'avons pas vu, car le calme du bonheur la laisse unie et à un niveau trop bas. Peut-être seulement pour quelques grands génies, ce mouvement existe-t-il constamment sans qu'il y ait besoin pour eux des agitations de la douleur? Encore n'est-il pas certain, quand nous contemplons l'ample et régulier développement de leurs œuvres joyeuses, que nous ne soyons trop portés à supposer d'après la joie de l'œuvre, celle de la vie, qui a peut-être été au contraire constamment douloureuse. Mais principalement parce que si notre amour
n'est pas seulement d'une Gilberte. Ce qui nous fit tant souffrir, ce n'est pas parce qu'il est aussi l'amour d'une Albertine, mais parce qu'il est une portion de notre âme, plus durable que les mois d'hiver qui meurent successivement en nous et qui voudraient égoïstement le retenir, portion de notre âme qui doit, quelque mal d'ailleurs, utile que cela nous fasse, se détacher des êtres, pour que nous en comprenions, pour en restituer la généralité et donner cet amour, la compréhension de cet amour à tous, à l'esprit universel et non à tel puis tel, dans lesquels tel puis tel de ceux que nous avons été successivement voudraient se fondre. Il me fallait donc rendre leur sens aux moindres signes qui m'entouraient. Guermantes, Albertine, Gilberte, Saint-Lô, Balbec, etc. Et auxquels l'habitude l'avait fait perdre pour moi. Nous devons savoir que lorsque nous aurons atteint la réalité, pour l'exprimer, pour la conserver, nous devrons écarter ce qui est différent d'elle et ce que ne cesse de nous apporter la vitesse acquise de l'habitude. Plus que tout, j'écarterai donc ces paroles que les lèvres, plutôt que l'esprit, choisissent, ces paroles pleines d'humour, comme on dit dans la conversation, et qu'après une longue conversation avec les autres, on continue à s'adresser facticement et qui nous remplissent l'esprit de mensonges, ces paroles toutes physiques qu'accompagnent chez l'écrivain qui s'abaisse à les transcrire le petit sourire, la petite grimace qui altère à tout moment, par exemple, la phrase « parler d'un Sainte-Beuve », tandis que les vrais livres doivent être les enfants non du grand jour et de la causerie, mais de l'obscurité, du silence. Et comme l'art recompose exactement la vie, autour des vérités qu'on a atteintes en soi-même flottera toujours une atmosphère de poésie, la douceur d'un mystère qui n'est que le vestige de la pénombre que nous avons dû traverser, l'indication marquée exactement comme par un altimètre de la profondeur d'une œuvre. Car cette profondeur n'est pas inhérente à certains sujets, comme le croient des romanciers matérialistement spiritualistes, puisqu'ils ne peuvent pas descendre au-delà du monde des apparences, et dont toutes les nobles intentions, pareilles à ces vertueuses tirades habituelles chez certaines personnes incapables du plus petit effort de bonté, ne doivent pas nous empêcher de remarquer qu'ils n'ont même pas eu la force d'esprit de se débarrasser de toutes les banalités de forme acquises par l'imitation. Quant aux vérités que l'intelligence, même des plus hauts esprits, cueille à claire-voie devant elle, en pleine lumière, leur valeur peut être très grande, mais elles ont des contours plus secs et sont planes, non pas de profondeur, parce qu'il n'y a pas eu de profondeur à franchir pour les atteindre, parce qu'elles n'ont pas été recréées. Souvent, des écrivains, au fond, de qui n'apparaissent plus ces vérités mystérieuses, n'écrivent plus, à partir d'un certain âge, qu'avec leur intelligence qui a pris de plus en plus de force. Les livres de leur âge mûr ont, à cause de cela, plus de force que ceux de leur jeunesse, mais ils n'ont plus le même velours. Je sentais pourtant que ces vérités, que l'intelligence dégage directement de la réalité, ne sont pas à dédaigner entièrement, car elles pourraient en chasser d'une manière moins pure, mais encore pénétrée d'esprit, ces impressions que nous apporte hors du temps l'essence commune aux sensations du passé et du présent, mais qui, plus précieuses, sont aussi trop rares pour que l'œuvre d'art puisse être composée seulement avec elles. Capable d'être utilisée pour cela, je sentais se presser en moi une foule de vérités relatives aux passions,
au caractère, aux mœurs. Chaque personne qui nous fait souffrir peut être rattachée par nous à une divinité dont elle n'est qu'un reflet fragmentaire et le dernier degré, divinité dont la contemplation en tant qu'idée nous donne aussitôt de la joie au lieu de la peine que nous avions. Tout l'art de vivre, c'est de nous servir des personnes qui nous font souffrir que comme d'un degré permettant d'accéder à sa forme divine et de peupler ainsi journellement notre vie de divinité. La perception de ces vérités me causait de la joie. Pourtant, il me semblait me rappeler que plus d'une d'entre elles, je l'avais découverte dans la souffrance, d'autres dans de bien médiocres plaisirs. Alors, moins éclatante sans doute que celle qui m'avait fait apercevoir que l'œuvre d'art était le seul moyen de retrouver le temps perdu, une nouvelle lumière se fit en moi. Et je compris que tous ces matériaux de l'œuvre littéraire, c'était ma vie passée. Je compris qu'ils étaient venus à moi dans les plaisirs frivoles, dans la paresse, dans la tendresse, dans la douleur emmagasinée par moi, sans que je devinasse plus leur destination, leur survivance même, que la graine mettant en réserve tous les aliments qui nourriront la plante. Comme la graine, je pourrais mourir quand la plante se serait développée, et je me trouvais avoir vécu pour elle sans le savoir, sans que jamais ma vie me parût devoir entrer jamais en contact avec ces livres que j'aurais voulu écrire et pour lesquels, quand je me mettais autrefois à ma table, je ne trouvais pas de sujet. Ainsi, toute ma vie, jusqu'à ce jour, aurait pu, et n'aurait pas pu, être résumée sous ce titre « Une vocation ». Elle ne l'aurait pas pu en ce sens que la littérature n'avait joué aucun rôle dans ma vie. Elle l'aurait pu en ce que cette vie, les souvenirs de ses tristesses, de ses joies, formaient une réserve pareille à cet albumène qui est logé dans l'ovule des plantes et dans lequel celui-ci puise sa nourriture pour se transformer en graine, en ce temps où on ignore encore que l'embryon d'une plante se développe, lequel est pourtant le lieu de phénomènes chimiques et respiratoires secrets, mais très actifs. Ainsi ma vie était-elle en rapport avec ce qui amènerait sa maturation, et ceux qui se nourriraient ensuite d'elle ignoreraient ce qui aurait été fait pour leur nourriture, comme ignorent ceux qui mangent les graines alimentaires que les riches substances qu'elles contiennent ont d'abord nourri la graine et permis sa maturation. En cette matière, les mêmes comparaisons qui sont fausses si on part d'elles peuvent être vraies si on y aboutit. Le littérateur envie le peintre. Il aimerait prendre des croquis, des notes. Il est perdu s'il le fait. Mais quand il écrit, il n'est pas un geste de ses personnages, un tic, un accent qui n'ait été apporté à son inspiration par sa mémoire. Il n'est pas un nom de personnage inventé sous lequel il ne puisse mettre 60 noms de personnages vus, dont l'un a posé pour la grimace, l'autre pour le monocle, tel pour la colère, tel pour le mouvement avantageux du bras, etc. Et alors, l'écrivain se rend compte que si son rêve d'être un peintre n'était pas réalisable d'une manière consciente et volontaire, il se trouve pourtant avoir été réalisé, que l'écrivain lui aussi a fait son carnet de croquis sans le savoir. Car, mu par l'instinct qui était en lui, l'écrivain, bien avant qu'il crût le devenir un jour, omettait régulièrement de regarder tant de choses que les autres remarquent, ce qui le faisait accuser par les autres de distraction et par lui-même de ne savoir ni écouter, ni voir. Mais pendant ce temps-là, il dictait à ses yeux et à ses oreilles de retenir à jamais ce qui semblait aux autres des riens puérils, l'accent,
avec lequel avait été dite une phrase, et l'air de figure et le mouvement d'épaule qu'avait fait à un certain moment telle personne dont il ne sait peut-être rien d'autre, il y a de cela bien des années. Et cela parce que cet accent, il l'avait déjà entendu ou sentait qu'il pourrait le réentendre, que c'était quelque chose de renouvelable, de durable. C'est le sentiment du général qui, dans l'écrivain futur, choisit lui-même ce qui est général et pourra entrer dans l'œuvre d'art. Car il n'a écouté les autres que quand, si bêtes ou si fous qu'ils fussent, répétant comme des perroquets ce que disent les gens de caractère semblable, il s'était fait par là même les oiseaux prophètes, les porte-paroles d'une loi psychologique. Il ne se souvient que du général. Par de tels accents, par de tels jeux de physionomie, par de tels mouvements d'épaules, eussent-ils été vus dans sa plus lointaine enfance, la vie des autres est représentée en lui, et quand plus tard il écrira, elle lui servira à recréer la réalité, soit en composant un mouvement d'épaule commun à beaucoup, vrai, comme s'il était noté sur le cahier d'un anatomiste, mais gravé ici pour exprimer une vérité psychologique. Soit en emmanchant sur ce mouvement d'épaule un mouvement de cou fait par un autre, chacun ayant donné son instant de pause. Il n'est pas certain que pour créer une œuvre littéraire, l'imagination et la sensibilité ne soient pas des qualités interchangeables et que la seconde ne puisse sans grand inconvénient être substituée à la première, comme des gens dont l'estomac est incapable de digérer chargent de cette fonction leur intestin. Un homme né sensible et qui n'aurait pas d'imagination pourrait malgré cela écrire des romans admirables. La souffrance que les autres lui causeraient, ses efforts pour la prévenir, les conflits qu'elle et la seconde personne cruelle créeraient, tout cela, interprété par l'intelligence, pourrait faire la matière d'un livre non seulement aussi beau que s'il était imaginé, inventé, mais encore aussi extérieur à la rêverie de l'auteur s'il avait été livré lui-même, à lui-même et heureux, aussi surprenant pour lui-même, aussi accidentel qu'un caprice fortuit de l'imagination. Les êtres les plus bêtes par leurs gestes, leurs propos, leurs sentiments involontairement exprimés manifestent des lois qu'ils ne perçoivent pas mais que l'artiste surprend en eux. À cause de ce genre d'observation, le vulgaire croit l'écrivain méchant, et il le croit à tort, car dans un ridicule, l'artiste voit une belle généralité, il ne l'impute pas plus à grief à la personne observée que le chirurgien ne la mésestimerait d'être affecté d'un trouble assez fréquent de la circulation. Aussi se moque-t-il moins que personne des ridicules. Malheureusement, il est plus malheureux qu'il n'est méchant quand il s'agit de ses propres passions. Tout en connaissant aussi bien la généralité, il s'affranchit moins aisément des souffrances personnelles qu'elles causent. Sans doute, quand un insolent nous insulte, nous aurions mieux aimé qu'il nous louât, et surtout, quand une femme que nous adorons nous trahit, que ne donnerions-nous pas pour qu'il en fût autrement? Mais le ressentiment de l'affront, les douleurs de l'abandon auront alors été les terres que nous n'aurions jamais connues et dont la découverte, si pénible qu'elle soit à l'homme, devient précieuse pour l'artiste. Aussi, les méchants et les ingrats, malgré lui, malgré eux, figurent dans son œuvre. Le pamphlétaire associe involontairement à sa gloire la canaille qui la flétrit. On peut reconnaître dans toute son œuvre, dans toute œuvre d'art, ce que l'artiste a le plus haï. Et hélas,
même celles qu'il a le plus aimées. Elles-mêmes n'ont fait que poser pour l'écrivain dans le moment même où, bien contre son gré, elle le faisait le plus souffrir. Quand j'aimais Albertine, je m'étais bien rendu compte qu'elle ne m'aimait pas, et j'avais été obligé de me résigner à ce qu'elle me fît seulement connaître ce que c'est qu'éprouver de la souffrance, de l'amour, et même au commencement du bonheur. Et quand nous cherchons à extraire la généralité de notre chagrin, à en écrire, nous sommes un peu consolés, peut-être par une autre raison encore que toutes celles que je donne ici, et qui est que penser, d'une façon générale, qu'écrire est pour l'écrivain une fonction saine et nécessaire dont l'accomplissement rend heureux, comme pour les hommes physiques, l'exercice, la sueur et le bain. À vrai dire, contre cela, je me révoltais un peu. J'avais beau croire que la vérité suprême de la vie est dans l'art, j'avais beau, d'autre part, n'être pas plus capable de l'effort de souvenir qu'il m'eût fallu pour aimer encore Albertine que pour pleurer encore ma grand-mère. Je me demandais si, tout de même, une œuvre d'art dont elle ne serait pas consciente serait pour elle, pour le destin de ces pauvres mortes, un accomplissement. Ma grand-mère, que j'avais, avec tant d'indifférence, vue agoniser et mourir près de moi, oh, puissais-je en expiation contre eux, quand mon œuvre sera terminée, blessée, sans remède, souffrir de longues heures, abandonné de tous, avant de mourir. D'ailleurs, j'avais une pitié infinie même d'être moins cher, même d'indifférent, et de tant de destinées dont ma pensée, en essayant de les comprendre, avait en somme utilisé la souffrance, ou même seulement les ridicules. Tous ces êtres qui m'avaient révélé des vérités qui n'étaient plus, m'apparaissaient comme ayant vécu une vie qui n'avait profité qu'à moi, et comme si ils étaient morts pour moi. Il était triste pour moi de penser que mon amour, auquel j'avais tant tenu, serait, dans mon livre, si dégagé d'un être que des lecteurs divers l'appliqueraient exactement à celui qu'ils avaient éprouvé pour d'autres femmes. Mais devais-je me scandaliser de cette infidélité posthume et que telle ou telle pût donner comme objet à mes sentiments des femmes inconnues, quand cette infidélité, cette division de l'amour entre plusieurs êtres avait commencé de mon vivant et avant même que j'écrivisse. J'avais bien souffert successivement pour Gilberte, pour Madame de Guermantes, pour Albertine. Successivement aussi, je les avais oubliés. Et seul mon amour, dédié à des êtres différents, avait été durable. La profanation d'un de mes souvenirs par des lecteurs inconnus, je l'avais consommée avant eux. Je n'étais pas loin de me faire horreur, comme se le ferait peut-être à lui-même quelque parti nationaliste au nom duquel des hostilités se seraient poursuivies, à qui seul aurait servi une guerre où tant de nobles victimes auraient souffert et succombé sans même savoir ce qui pour ma grand-mère du moins eût été une telle récompense, l'issue de la lutte. Et une seule consolation, qu'elle ne sût pas que je me mettais enfin à l'œuvre, était que tel était le lot des morts. Si elle ne pouvait jouir de mon progrès, elle avait cessé depuis longtemps d'avoir conscience de mon inaction, de ma vie manquée, qui avait été
une telle souffrance pour elle. Et certes, il n'y aurait pas que ma grand-mère, pas qu'Albertine, mais bien d'autres encore, dont j'avais pu assimiler une parole, un regard, mais qu'en tant que créature individuelle, je ne me rappelais plus. Un livre est un grand cimetière, où sur la plupart des tombes on ne peut plus lire les noms effacés. Parfois, au contraire, on se souvient très bien du nom, mais sans savoir si quelque chose de l'être qui le porta survit dans ces pages. Cette jeune fille aux prunelles profondément enfoncées, à la voix traînante, est-elle ici? Et si elle y repose, en effet, dans quelle partie? On ne sait plus. Et comment trouver sous les fleurs? Mais puisque nous vivons loin des êtres individuels, puisque nos sentiments les plus forts, comme avait été mon amour pour ma grand-mère, pour Albertine, au bout de quelques années, nous ne les connaissons plus, puisqu'ils ne sont plus pour nous qu'un mot incompris, puisque nous pouvons parler de ces morts avec des gens du monde chez qui nous avons encore plaisir à nous trouver quand tout ce que nous aimions pourtant est mort. Alors si d'ailleurs, l'œuvre à laquelle nos chagrins ont collaboré peut être interprétée pour notre avenir à la fois comme un signe néfaste de souffrance et comme un signe heureux de consolation. En effet, si on dit que les amours, les chagrins du poète lui ont servi, qu'ils l'ont aidé à construire son œuvre, que les inconnus qui s'en doutaient le moins, l'une par une méchanceté, l'autre par une raillerie, ont apporté chacune leur pierre pour l'édification du monument qu'elles ne verront pas, on ne songe pas assez que la vie de l'écrivain n'est pas terminée avec cette œuvre, que la même nature qui lui a fait avoir telles souffrances, lesquelles sont entrées dans son œuvre, cette nature continuera de vivre après l'œuvre terminée, lui fera aimer d'autres femmes dans des conditions qui seraient pareilles s'il ne les faisait légèrement dévier tout ce que le temps modifie dans les circonstances, dans le sujet lui-même, dans son appétit d'amour et dans sa résistance à la douleur. À ce premier point de vue, l'œuvre doit être considérée seulement comme un amour malheureux qui en présage fatalement d'autres et qui fera que la vie ressemblera à l'œuvre que le poète n'aura presque plus besoin d'écrire, tant il pourra trouver dans ce qu'il a écrit la figure anticipée de ce qui arrivera. Ainsi, mon amour pour Albertine, et tel qu'il en différa, était déjà inscrit dans mon amour pour Gilberte, au milieu des jours heureux duquel j'avais entendu pour la première fois prononcer le nom et faire le portrait d'Albertine par sa tante, sans me douter que ce germe insignifiant se développerait et s'étendrait un jour sur toute ma vie. Mais à un autre point de vue, l'œuvre est signe de bonheur parce qu'elle nous apprend que dans tout amour, le général gît à côté du particulier et a passé du second au premier par une gymnastique qui fortifie contre le chagrin en faisant négliger sa cause pour approfondir son essence. En effet, comme je devais l'expérimenter par la suite, même au moment où l'on aime et où l'on souffre, si la vocation s'est enfin réalisée, dans les heures où on travaille, on sent si bien l'être qu'on aime se dissoudre dans une réalité plus vaste qu'on arrive à l'oublier par instant et qu'on ne souffre plus de son amour en travaillant que comme quelque mal purement physique où l'être aimé n'est pour rien, comme une sorte de maladie de cœur.
Il est vrai que c'est une question d'instant et que l'effet semble être le contraire si le travail vient plus tard. Car lorsque les êtres qui, par leur méchanceté, leur nullité, étaient arrivés malgré nous à détruire nos illusions, se sont réduits eux-mêmes à rien et séparés de la chimère amoureuse que nous nous étions forgés, si nous nous mettons alors à travailler, notre âme les élève de nouveau, les identifie pour les besoins de notre analyse de nous-mêmes à des êtres qui nous auraient aimés, et dans ce cas, la littérature, recommençant le travail d'effet de l'illusion amoureuse, donne une sorte de survie à des sentiments qui n'existaient plus. Certes, nous sommes obligés de revivre notre souffrance particulière avec le courage du médecin qui recommence sur lui-même la dangereuse piqûre. Mais en même temps, il nous faut la penser sous une forme générale qui nous fait, dans une certaine mesure, échapper à son étreinte, qui fait de tous les copartageants de notre peine, et qui n'est même pas exempte d'une certaine joie. Là où la vie en mure, l'intelligence perce une issue. Car s'il n'est pas de remède à un amour non partagé, on sort de la constatation d'une souffrance ne fût-ce qu'en en tirant les conséquences qu'elle comporte. L'intelligence ne connaît pas ces situations fermées de la vie sans issue. Aussi fallait-il me résigner, puisque rien ne peut durer qu'en devenant général, et si l'esprit ment à soi-même, à l'idée que même les êtres qui furent le plus chers à l'écrivain n'ont en fin de compte, que posé pour lui, comme chez les peintres. Parfois, quand un morceau douloureux est resté à l'état d'ébauche, une nouvelle tendresse, une nouvelle souffrance nous arrive qui nous permettent de le finir, de l'étoffer. Pour ces grands chagrins utiles, on ne peut pas encore trop se plaindre, car ils ne manquent pas. Ils ne se font pas attendre bien longtemps. Tout de même, il faut se dépêcher de profiter d'eux, car ils ne durent pas très longtemps. C'est qu'on se console. Ou bien, quand ils sont trop forts, si le cœur n'est pas très solide, on meurt. En amour, notre rival heureux, autant dire notre ennemi, est notre bienfaiteur. À un être qui n'excitait en nous qu'un insignifiant désir physique, il ajoute aussitôt une valeur immense, étrangère, mais que nous confondons avec lui. Si nous n'avions pas de rivaux, le plaisir ne se transformerait pas en amour. Si nous n'en avions pas, ou si nous ne croyons pas en avoir, car il n'est pas nécessaire qu'ils existent réellement, suffisantes pour notre bien, et cette vie illusoire que donnent à des rivaux inexistants notre soupçon, notre jalousie. Le bonheur est salutaire pour le corps, mais c'est le chagrin qui développe les forces de l'esprit. D'ailleurs, ne nous découvrit-il pas à chaque fois une loi qu'il n'en serait pas moins indispensable pour nous remettre chaque fois dans la vérité, nous forcer à prendre les choses au sérieux, arrachant chaque fois les mauvaises herbes de l'habitude, du scepticisme, de la légèreté, de l'indifférence. Il est vrai que cette vérité n'est pas compatible avec le bonheur, avec la santé, ne l'est pas toujours avec la vie. Le chagrin finit par tuer. À chaque nouvelle peine trop forte, nous sentons une veine de plus qui saille et développe sa sinuosité mortelle le long de notre tempe, sous nos yeux. Et c'est ainsi que peu à peu se font ces terribles figures ravagées du vieux Rembrandt, du vieux Beethoven, de qui tout le monde se moquait.
Et ce ne serait rien que les poches des yeux et les rides du front s'il n'y avait la souffrance du cœur. Mais puisque les forces peuvent se changer en d'autres forces, puisque l'ardeur qui dure devient lumière et que l'électricité de la foudre peut photographier, puisque notre sourde douleur au cœur peut élever au-dessus d'elle comme un pavillon la permanence visible d'une image à chaque nouveau chagrin, acceptons le mal physique qu'il nous donne pour la connaissance spirituelle qu'il nous apporte. Laissons se désagréger notre corps, puisque chaque nouvelle parcelle qui s'en détache vient, cette fois lumineuse et lisible, pour la compléter au prix de souffrances dont d'autres plus doués n'ont pas besoin, pour la rendre plus solide au fur et à mesure que les émotions effritent notre vie, s'ajouter à notre œuvre. Les idées sont des succédanées des chagrins. Au moment où ceux-ci se changent en idées, ils perdent d'une partie de leur action nocive sur notre cœur. Et même au premier instant, la transformation elle-même dégage subitement de la joie, succédanée dans l'ordre du temps seulement, d'ailleurs, car il semble que l'élément premier, ce soit l'idée, et le chagrin seulement le mode selon lequel certaines idées entrent d'abord en nous. Mais il y a plusieurs familles dans le groupe des idées. Certaines sont tout de suite des joies. Ces réflexions me faisaient trouver un sens plus fort et plus exact à la vérité que j'avais souvent pressentie, notamment quand Madame de Cambremer se demandait comment je pouvais délaisser pour Albertine un homme aussi remarquable comme Elstir. Même au point de vue intellectuel, je sentais qu'elle avait tort, mais je ne savais pas que ce qu'elle méconnaissait, c'était les leçons avec lesquelles on fait son apprentissage d'homme de lettres. La valeur objective des arts est peu de choses en cela. Ce qu'il s'agit de faire sortir, d'amener à la lumière, ce sont nos sentiments, nos passions, c'est-à-dire les passions, les sentiments de tous. Une femme dont nous avons besoin nous fait souffrir, tire de nous des séries de sentiments autrement profonds, autrement vitaux qu'un homme supérieur qui nous intéresse. Il reste à savoir, selon le plan où nous vivons, si nous trouvons que telle trahison par laquelle nous a fait souffrir une femme est peu de choses auprès des vérités que cette trahison nous a découvertes et que la femme, heureuse d'avoir fait souffrir, n'aurait guère pu comprendre. En tout cas, ces trahisons ne manquent pas. Un écrivain peut se mettre sans crainte à un long travail, que l'intelligence commence son ouvrage, en cours de route surviendront bien assez de chagrins qui se chargeront de le finir. Quant au bonheur, il n'a presque qu'une seule utilité, rendre le malheur possible. Il faut que dans le bonheur, nous formions des liens bien doux et bien forts de confiance et d'attachement, pour que leur rupture nous cause le déchirement si précieux qui s'appelle le malheur. Si l'on n'avait pas été heureux, ne fût-ce que par l'espérance, les malheurs seraient sans cruauté et par conséquent sans fruit. Et plus qu'au peintre, à l'écrivain, pour obtenir du volume, de la consistance, de la généralité, de la réalité littéraire, comme il lui faut beaucoup d'églises vues pour en peindre une seule, il faut aussi beaucoup d'êtres pour un seul sentiment, car si l'art est long et la vie courte, on peut dire en revanche que si l'inspiration est courte, les sentiments qu'elle doit peindre ne sont pas beaucoup plus longs. Ce sont nos passions qui esquissent nos livres, le repos d'intervalle qui les écrit. Quand l'inspiration renaît, quand nous pouvons reprendre le travail, la femme qui posait devant nous pour un sentiment ne nous le fait déjà plus éprouver. Il faut continuer à la peindre d'après une autre. Et si c'est une trahison pour l'autre, littérairement, grâce à la similitude de nos sentiments qui fait qu'une œuvre est à la fois le souvenir de nos amours passés et la péripétie de nos amours nouvelles, il n'y a pas grand inconvénient à ces substitutions.
C'est une des causes de la vanité des études, où on essaye de deviner de qui parle un auteur, car une œuvre, même de confession directe, est pour le moins intercalée entre plusieurs épisodes de la vie de l'auteur. Ceux antérieurs qui l'ont inspiré, ceux postérieurs qui ne lui ressemblent pas moins des amours suivantes, les particularités étant calquées sur les précédentes. Car à l'être que nous avons le plus aimé, nous ne sommes pas si fidèles qu'à nous-mêmes, et nous l'oublions tôt ou tard pour pouvoir, puisque c'est un des traits de nous-mêmes, recommencer d'aimer. Tout au plus, à cet amour, celle que nous avons tant aimée a-t-elle ajouté une forme particulière qui nous fera lui être fidèles même dans l'infidélité. Nous aurons besoin, avec la femme suivante, des mêmes promenades du matin, ou de la reconduire de même le soir, ou de lui donner 100 fois trop d'argent. Une chose curieuse que cette circulation de l'argent, que nous donnons à des femmes qui, à cause de cela, nous rendent malheureux, c'est-à-dire nous permettent d'écrire des livres. On peut presque dire que les œuvres, comme dans les puits artésiens, montent d'autant plus haut que la souffrance a plus profondément creusé le cœur. Ces substitutions ajoutent à l'œuvre quelque chose de désintéressé, de plus général, qui est aussi une leçon austère, que ce n'est pas aux êtres que nous devons nous attacher, que ce ne sont pas les êtres qui existent réellement et sont par conséquent susceptibles d'expression, mais les idées. Encore faut-il se hâter de ne pas perdre de temps pendant qu'on a à sa disposition ces modèles. Car ceux qui posent pour le bonheur n'ont généralement pas beaucoup de séances à nous donner, mais les êtres qui posent pour nous la douleur nous accordent des séances bien fréquentes dans cet atelier où nous n'allons que dans ces périodes-là, et qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Ces périodes-là sont comme une image de notre vie avec ses diverses douleurs, car elles aussi en contiennent de différentes. Et au moment où on croyait que c'était calmé, une nouvelle, dans tous les sens du mot. Peut-être parce que ces situations imprévues nous forcent à entrer plus profondément en contact avec nous-mêmes. Ces dilemmes douloureux que l'amour nous pose à tout instant nous instruisent, nous découvrent successivement la matière dont nous sommes faits. D'ailleurs, même quand elle ne fournit pas, en nous la découvrant, la matière de notre œuvre, elle nous est utile en nous y incitant. L'imagination, la pensée peuvent être des machines admirables en soi, mais elles peuvent être inertes. La souffrance, alors, les met en marche. Aussi, quand Françoise, voyant Albertine entrer par toutes les portes ouvertes chez moi comme un chien, mettre partout le désordre, me ruiner, me causer tant de chagrin, me disait, car à ce moment-là j'avais déjà fait quelques articles et quelques traductions, « Ah, si monsieur, à la place de cette fille qui lui fait perdre tout son temps, avait pris un petit secrétaire bien élevé qui aurait classé toutes les paperoles de monsieur !» J'avais peut-être tort de trouver qu'elle parlait sagement. En me faisant perdre mon temps, en me faisant du chagrin, Albertine m'avait peut-être été plus utile, même au point de vue littéraire, qu'un secrétaire qui eût rangé mes paperoles. Et tout de même, quand un être est si mal conformé, et peut-être dans la nature cet être est-il l'homme, qu'il ne puisse aimer sans souffrir, et qu'il faille souffrir pour apprendre des vérités. La vie d'un tel être finit par être bien lassante.
Les années heureuses sont des années perdues. On attend une souffrance pour travailler. L'idée de la souffrance préalable s'associe à l'idée du travail. On a peur de chaque nouvelle œuvre en pensant aux douleurs qu'il faudra supporter d'abord pour l'imaginer. Et comme on comprend que la souffrance est la meilleure chose que l'on puisse rencontrer dans la vie, on pense sans effroi, presque comme à une délivrance, à la mort. Pourtant, si cela me révoltait un peu, encore fallait-il prendre garde que bien souvent nous n'avons pas joué avec la vie, profiter des êtres pour les livres, mais tout le contraire. Le cas de Werther, si noble, n'était pas, hélas, le mien. Sans croire un instant à l'amour d'Albertine, j'avais 20 fois voulu me tuer pour elle, je m'étais ruiné, j'avais détruit ma santé pour elle. Quand il s'agit d'écrire, on est scrupuleux. On regarde de très près. On rejette tout ce qui n'est pas vérité. Mais tant qu'il ne s'agit que de la vie, on se ruine, on se rend malade, on se tue pour des mensonges. Il est vrai que c'est de la gangue de ces mensonges-là que, si l'âge est passé d'être poète, on peut seulement extraire un peu de vérité. Les chagrins sont des serviteurs obscurs, détestés, contre lesquels on lutte, sous l'empire de qui on tombe de plus en plus. Les serviteurs atroces, impossibles à remplacer, et qui par des voies souterraines nous mènent à la vérité et à la mort. Heureux ceux qui ont rencontré la première avant la seconde, et pour qui, si proches qu'elles doivent être l'une de l'autre, l'heure de la vérité a sonné avant l'heure de la mort.